Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire sur un sujet qui est assez passionnant, qui est donc la cybersécurité. Là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière on peut se préparer aux nouvelles exigences qui vont bientôt arriver. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour. Consultante dans mon équipe, et on va vous faire le webinaire à quatre mains. Je vais vous rappeler déjà qui sommes-nous. Alors, nous sommes un groupe de transformation digitale qui accompagne tous les clients, que ce soit sur la partie outils organisationnels, techniques et dialogue. On est vraiment attentif à travailler pour les usagers et les utilisateurs des produits qu'on travaille, et dans un but de vraiment faire des expériences qui soient performantes, efficaces et utiles. On a 4 pôles au sein de l'agence. Nous, on représente la partie conseil et studio, avec l'audit, toute la partie audit utilisateur et recherche et AMOA. On fait aussi tout ce qui est prototypage, design et création, avec aussi toute la partie user research. Et évidemment, dans l'agence, on a une partie technique qui va s'occuper de monter des sites et de faire la maintenance, et un pôle marketing qui va travailler aussi bien sur les aspects de référencement naturel, de campagne SIA que de CRM et avec les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est une présentation de rapide qui en est. Ensuite, les objectifs de ce webinaire. On va essayer d'être très opérationnel, en fait, parce que c'est NIS 2, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais justement, l'intérêt, là, c'est de vous dire un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qui nous attend tous, acteurs du numérique, demain, avec quelques exemples concrets de ce qui se passe ailleurs en Europe, en fait, parce que dans certains pays d'Europe, vous allez voir, c'est déjà en place, mais pas partout. Et on va vous montrer aussi, de toute façon, quelles sont les nouvelles exigences, et ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux comment ce sujet se passe. On va vous faire un point sur la directive NIS 2, pourquoi est-elle nécessaire, les principales dispositions, comment se mettre en conformité avec quelques conseils pratiques, et une conclusion pour savoir ce qu'il faut en retenir. Je pense qu'il y aura un épisode 2 à ce webinaire, en fait, parce que clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore transposé en France. On est dans ce qu'on appelle une navette parlementaire française, c'est-à-dire qu'il y a un premier texte qui a été fait par le Sénat, et le texte est arrivé au Parlement. Il y a une commission parlementaire qui s'est mise en place, mais il n'y a pas encore eu il y a eu des auditions, il y a eu un premier débat, il y a eu le 7 mai. Là, le prochain débat, on attend à peu près, alors on ne sait pas trop si c'est le mois de juillet ou si ça va être le mois de septembre, en fait, parce qu'il y a les vacances parlementaires qui vont arriver. Il y a beaucoup d'activités, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu une dissolution l'année dernière, et en fait, ça fait un coup d'arrêt terrible à tout ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment dans un entre-deux, là, qui est quand même assez gênant, en fait, parce que le temps passe, et d'un point de vue cyberattaque, ça continue, et ça augmente vraiment énormément. Donc, on est dans un vrai entre-deux qui peut être très gênant pour tous les acteurs, en fait, du numérique, aussi bien vous, annonceurs, que nous, agences et conseils, parce que il va falloir voir de quelle manière on peut prendre de l'avance, sans forcément prendre de l'avance, parce qu'on n'a pas encore la transposition exacte de comment ça va se passer en France. Mais bon, c'est un gap assez particulier. Je vous ai mis quelques chiffres là, parce que, alors c'est les chiffres de 2022 et de 2023, mais ça montre que déjà, d'une part, tout le monde est touché, aussi bien les TPE, les PME, que les collectivités, des entreprises qu'on appelle déjà aujourd'hui stratégiques, qui sont vraiment critiques, des établissements de santé, évidemment, qui sont aussi critiques, parce que, mine de rien, quand il y a toutes les infrastructures informatiques qui tombent, on a vu il n'y a pas très longtemps, ça pose beaucoup de problèmes, et évidemment toute la partie éducation aussi. Et les chiffres sont en constante augmentation, parce que, par exemple, déjà en 2024, il y avait 15% de hausse par rapport à tous les chiffres que je vous montre là. Donc déjà, vous voyez qu'entre 2022 et 2023, ça a monté énormément. L'année dernière, ça a été encore pire, en fait, parce que l'année dernière, c'est une année de JO, et mine de rien, ça a accentué toutes les attaques qu'il y a pu avoir, et aussi la situation politique, évidemment, fait aussi des siennes. On a eu un pic en juillet qui était clairement lié au JO, mais de toute façon, après, il y a eu aussi toute l'instabilité politique qu'il peut y avoir dans le monde, qui fait qu'on est un pays qui est aussi hacké que plein d'autres pays.
Voilà, donc ce contexte très problématique a conduit l'Union européenne en 2022 à adopter 3 directives pour le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Il y a 3 axes majeurs dans ce projet. Il y a ce qu'on appelle la REC, la résilience des entités critiques, l'ANIS 2 qui nous intéresse aujourd'hui, DORA. DORA, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié au monde de la finance, du bancaire et de l'assurance. Donc, on pourra faire un point peut-être un peu plus sur le REC et DORA dans un deuxième épisode quand on aura la transposition française de la NIS 2 et pour faire un pendant de tous ces points-là. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur NIS 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la directive? Pour être très clair, c'est un axe de la loi européenne qui vise à renforcer la cybersécurité dans les entreprises et des services essentiels dans toute l'Union européenne. Voilà, il faut vraiment se dire que c'est tout le monde, quasiment, beaucoup de gens vont être concernés. Vous allez voir aussi entre la NIS 1 et la NIS 2 ce qui s'est passé. On a, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, une commission parlementaire en France qui est chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Donc ça, c'est des informations qui sont accessibles sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a toutes les informations il y a les auditions. Vous allez pouvoir voir, par exemple, l'audition du directeur de l'ANSSI qui a eu lieu au mois de décembre, où il est interpellé par divers parlementaires qui posent des questions très claires par rapport à comment on va prendre les choses en France, pourquoi, sur quel modèle on va se baser. Enfin bon, il y a pas mal de... Tout se passe sur le site de l'Assemblée. Vous pouvez suivre si vous êtes très intéressé. C'est quand même assez intéressant d'écouter les auditions, en fait, parce que ça vous permet aussi de comprendre dans quel jeu on va être, comment nous on fait les choses par rapport à d'autres pays européens, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails ici, mais voilà, je vous conseille, si ça vous intéresse, de suivre ce genre d'audition. C'est toujours très, très passionnant. Quelques dates. Alors, vous voyez que la NIS 1, ça date de 2016, donc c'est quand même un peu vieux maintenant, hein, mine de rien, parce que le temps passe vite. Il y a eu des consultations en 2020 pour justement voir comment on fait la NIS 2 par rapport à la NIS 1. En mai 2022, il y a eu le vote qui a été approuvé en novembre 2022 avec une publication au mois de décembre. Et elle est entrée officiellement en janvier 2023. Et on est là en juin 2025. Donc, en octobre 2024, il y a eu la date limite des transpositions dans les législations nationales. Et vous allez voir qu'il y a pas beaucoup d'acteurs en fait qui sont déjà en conformité et qui sont déjà dans les clous et qui ont déjà transposé les textes chez eux. Ce qui s'est passé aussi chez nous, je crois que c'est en France, l'établissement des listes d'entités essentielles et importantes. Donc ça, c'est important, vous allez voir, parce que il y a l'ANSSI qui a mis en place justement un questionnaire qui va vous permettre de voir si vous faites partie des entités essentielles ou importantes. La première fois que le texte est arrivé au Sénat, c'était le 13 mars 2025. Bon voilà, on est en mars. Ça a été en mars, on est en mai aujourd'hui et on n'a pas encore de visibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mine de rien, une fois que le texte ça sera transposé, l'ANSSI se donne 3 ans pour une application totale et globale, ce que je trouve assez important. Donc ça veut dire que dans ces 3 ans, est-ce qu'il va y avoir un gap un peu comme il y avait eu sur le RGPD entre le moment où ça a été mis en place et le moment où on a pruné les acteurs, comme on dit gentiment? Peut-être que ça va être ça, mais n'empêche que ça veut dire que de toute façon, entre-temps, on est quand même dans un terrain dangereux parce que vous vous faites attaquer, vos serveurs tombent, il n'y a plus rien. Donc on est quand même, c'est quand même ça le nerf de la guerre qu'il faut combattre. Alors, c'est quoi les extensions de NIS 1 par rapport à NIS 2? On a 4 points fondamentaux qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont touchées, vraiment. Donc là, Charlotte va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. On a évidemment un renforcement de la lutte contre la non-conformité avec des règles plus strictes pour protéger les systèmes d'information. Et c'est raccordé au nouveau mécanisme avec les rapports d'incidents. Et tout ça, en fait, d'où ça vient? Ça vient du fait que le RGPD, en fait, mine de rien, le succès du RGPD en Europe et après dans les pays, c'est qu'il y avait des sanctions. Et d'un seul coup, quand il y a les sanctions, c'est plus la même histoire. Parce qu'il y a des sanctions lourdes financièrement, il y a des sanctions aussi où le PDG peut être pénalement attaqué.
Donc, on rigole plus là. Donc, c'est vrai que ça a fait en sorte que le RGPD a fonctionné, et c'est aussi les bases de la NIS 2 pour se dire il va falloir maintenant prendre les choses un peu plus sérieusement, et vous allez voir qu'il faut vraiment les prendre sérieusement et que c'est pas qu'une histoire de technique, la cybersécurité. Il faut vraiment se mettre ça en tête, et la NIS 2, effectivement, fait en sorte qu'on ne prenne plus le petit bout de la lorgnette de la technique sur ce sujet. Il y a un point très important aussi, c'est que ça favorise la coopération entre les pays. Ça, c'est un point fondamental de la NIS 2, c'est que vous allez voir, chaque pays doit mettre en place une instance pour faire appliquer, pour suivre ce sujet et faire de la pédagogie et donner les informations nécessaires. Et ces instances, elles devront aussi collaborer ensemble, parce que du cyberhacking, ça touche un État, mais cet État, souvent, il a des entités qui sont dans les pays, voire européens, voire ailleurs. Et justement, cette coopération peut permettre alors je ne vais pas dire juguler un peu plus vite, mais en tout cas, de se prémunir un peu mieux de tout ce qui se passe. On est vraiment obligé d'être là-dessus, dans cette coopération européenne, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays et dans l'instabilité chronique qu'on a en ce moment avec tout le jeu de tous les États qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment le point fondamental qu'il faut garder en tête. Je vous ai mis une carte, en fait, de quels sont les bons élèves et les élèves moyens. Les bons élèves, ils sont en bleu, c'est ceux qui ont déjà transposé la loi. Et les élèves moyens, c'est les rouges, donc on en fait partie, on n'est pas du tout encore au taquet. On a avancé, je ne vais pas être trop méchante, mais franchement, on n'est pas au taquet. Ce qu'il faut savoir dans la transposition, qui n'est pas évidente, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a ce côté glossaire et champ sémantique qui est propre à chaque pays. On a une loi européenne, et comment on l'applique, il faut l'appliquer avec les us et coutumes et la façon dont la loi régit les éléments. Donc, c'est pour ça aussi que ce genre de texte prend du temps, parce qu'il faut prendre ça en compte, et mine de rien, c'est pas un mince sujet. On pourra le voir aussi dans les exemples qu'on vous a trouvés sur les sanctions, ou la façon dont ça peut agir, en fait, au sein des pays, et après en transposition européenne. Voilà, donc la Belgique, la Tchéquie, la Grèce, la Hongrie, la Slovaquie, le Luxembourg, la Lituanie, l'Italie et la Finlande sont dans les clous. Eux, ils ont mis en place, ils commencent à discuter entre eux et à agir clairement. Il faut maintenant que tous les autres suivent le même chemin. On va voir quelles sont les principales dispositions de ce texte. Donc oui, dans cette partie, donc, nous allons voir quelles principales dispositions impose la directive NIS 2 et surtout à qui. Donc, qui est concerné par la directive NIS 2 ? Donc, cela concerne deux types d'entités qui sont classées selon leur importance, c'est-à-dire en fonction de leur secteur d'activité, s'il est plus ou moins critique, la taille et le chiffre d'affaires de l'entité. Donc, si une entité travaille dans un secteur jugé critique ou hautement critique, elle est considérée comme une entité essentielle. Si elle emploie plus de 250 personnes ou a un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et un bilan annuel supérieur à 43 millions d'euros. Elle peut être aussi considérée comme une entité importante si elle emploie entre 50 et 250 personnes ou un chiffre d'affaires annuel et un bilan supérieur à 10 millions d'euros. Donc, il existe aussi des exceptions au cas général qui concernent plusieurs types d'entités, tels que les prestataires de services de confiance, les fournisseurs de services DNS. Donc, ce sont les entreprises qui traduisent un nom de domaine en adresse IP que les ordinateurs comprennent. On a également les fournisseurs de réseaux de communication électronique publique, donc comme Orange, SFR, Bouygues par exemple. On a les fournisseurs de services de communication électronique accessibles au public. Donc ça va être les services tels que les appels téléphoniques, SMS, Skype, WhatsApp par exemple. Et on a l'administration publique qui va concerner par exemple les ministères, les préfectures, les collectivités territoriales. Donc, la directive NIS 2 touche davantage de secteurs d'activité par rapport à NIS 1. Donc, elle va concerner 18 secteurs d'activité qui touchent plusieurs milliers d'entités qui vont pouvoir être des collectivités territoriales, pour la plupart des administrations publiques, ainsi que des moyennes et des grandes entreprises.
Du coup, donc les secteurs qui vont être ajoutés par NIS 2, pour les secteurs hautement critiques, donc on va avoir tout ce qui est administration publique, les eaux usées, l'espace, la gestion des services technologies de l'information et de la communication, mais également des sous-secteurs, donc comme pour l'énergie, l'hydrogène et le réseau de chaleur et de froid, ainsi que les fabricants pharmaceutiques pour la santé. Et on a d'autres secteurs qui se sont ajoutés dans les autres secteurs critiques, comme la fabrication, production et distribution de produits chimiques, les fournisseurs numériques, la gestion des déchets, l'industrie manufacturière, la production, transformation et distribution de denrées alimentaires, ainsi que la recherche. Donc là, on voit bien qu'il y a plus de secteurs d'activité qui sont concernés par cette directive. Donc tout à l'heure, Marie-Claire en parlait. Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez faire le test sur Mon Espace NIS 2, qui est un site du gouvernement, qui est un simulateur qui vous permet justement de savoir si vous êtes concerné ou non par cette directive. D'autant plus que si vous êtes une entité importante, il faudra vous enregistrer auprès de l'autorité de régulation, donc qui est l'ANSSI, pour la France. Donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle est en charge de la mise en œuvre de la directive NIS 2 et c'est elle qui va superviser les entités essentielles et importantes et qui va émettre des recommandations, contrôler les entreprises et proposer des sanctions en cas de manquement. Ok. Donc, par exemple, nous, on l'a fait sur Adimeo. On n'est pas dans les entreprises essentielles importantes, malgré nos 80 employés, parce qu'on n'est pas non plus aujourd'hui, par exemple, hébergeur ou fournisseur de produits trop critiques. Les nouvelles obligations. Effectivement, la NIS 2 introduit des exigences spécifiques et détaillées en matière de sécurité et c'est vrai qu'il y a des exigences effectivement de prévenance par rapport à tout ce qui va pouvoir se passer sur ce sujet. Donc effectivement, ça veut dire que clairement, si on ne répond pas, eh ben, il y a une amende qui arrivera, qui sera déléguée via l'ANSSI. Je vous donnais tout à l'heure des exemples effectivement pardon. Si vous prévenez pas, si vous êtes une entité importante, essentielle, que vous prévenez pas les acteurs qui ont été les usagers, les utilisateurs de votre service ou vos clients ou vos fournisseurs, effectivement, il y a d'autres camarades qui vont le faire pour vous. Par exemple, il y a un site qui s'appelle C'est qui a fuité aujourd'hui, qui recense absolument tous les fuites qu'il peut y avoir de la part de marques ou de services ou d'organismes avec les sources de récupération. Donc, si vous ne le faites pas, il y a d'autres acteurs qui le feront pour vous et qui pourront avoir plus d'importance dans le temps pour prévenir vos usagers et vos utilisateurs. Donc, il y a vraiment un sujet important là-dessus. Et donc, moi, ce que je voulais aussi vous dire, j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que la NIS 2 et la cybersécurité d'un point de vue général n'est pas qu'une affaire de technique. C'est avant tout une affaire d'humain et de gouvernance. Il faut vraiment garder ça en tête parce que, en fait, si vous pouvez effectivement, par exemple, mettre en place des authentifications, toute une gestion critique, des PRA, des CRA, qui vont faire en sorte que ça va tenir la boutique, mais il faut tenir la boutique dans le temps. Et pour tenir la boutique dans le temps, il faut mettre en place une gouvernance. Et cette gouvernance, c'est des humains, avec des processus, des documents, des guides et un certain nombre de leviers qui vont vous aider derrière à suivre le sujet. Les piliers de la NIS 2, en fait, avec les points d'attention qui sont relevés dans chacune de ce projet, nous, on les a organisés en 3 familles parce qu'on s'est dit que c'était déjà plus digeste pour vous de comprendre comment ça allait fonctionner. En fait, il y a un sujet, effectivement, il y a le sujet technique parce que ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre en place des infrastructures qui soient solides, qui soient pérennes, qui soient bien entretenues, avec une gestion des contrôles et des accès qui soient techniquement fiables et avec de la crypto, du double facteur ou du plusieurs facteurs pour faire en sorte que ça tienne la route. Mais derrière, en sous-couche,
derrière tout ça, il faut évidemment, il y a un certain nombre de leviers qui sont importants dans ce dispositif, qui sont toute la partie, ce qu'on appelle la cyberhygiène et la formation à la cybersécurité, donc, qui va être liée à des humains, et qu'il faut que ces humains ils soient conscients des enjeux à chaque étape de vos infrastructures pour comprendre et anticiper et comprendre ce que c'est que l'analyse de risque, comprendre de quelle manière il peut y avoir Parce que si la porte est ouverte, c'est sûr que de toute façon, tout le monde peut entrer. Hein. C'est souvent ce qui s'est passé dans les grands hackings qu'il peut y avoir, soit dans les domaines de la santé ou de l'éducation, c'est que les systèmes ne sont pas bien entretenus. Donc, si le système n'est pas bien entretenu dans le temps et qu'il y a des études sur certains sujets, eh bien, évidemment, on peut rentrer facilement. Donc, la formation des hommes, elle est vraiment très, très importante. La chaîne aussi, la chaîne globale de la logistique qu'il peut y avoir aussi est importante, d'un point A au point Z. C'est important à chaque fois qu'il y ait des barrières ou en tout cas, un processus sur ces barrières qui fait qu'il y a une sécurité qui est mise en place. Le contrôle des accès quand vous avez des entrées, des sorties de personnel, la mobilité est aussi un point important dans l'accès aux données ou le non-accès aux données via téléphone ou via l'ordinateur. Et évidemment, dans l'acquisition que vous pouvez avoir, et l'acquisition, ça dit contrat. Et qui dit contrat, ça veut dire vérifier dans les contrats que vous pouvez avoir tous les points d'impact qui peuvent nuire à cette sécurité informatique à mettre en place. Donc ça, c'est cette couche vraiment d'administration qui est importante. Et ensuite, après, il y a la gouvernance qui est mise en place. Je vous le disais tout à l'heure, maintenant, en fait, la NIS 2 a été faite un peu comme le RGPD en se disant, il faut mettre les acteurs de direction autour de la table. Les acteurs de direction autour de la table qui doivent être impactés, ce n'est pas que les DSI, c'est le légal, la direction juridique, la direction financière, la direction générale. Il faut qu'il y ait un reporting auprès d'eux pour qu'ils puissent prendre les décisions nécessaires, qu'elles soient budgétaires ou d'infra ou humaines, pour faire en sorte qu'il y a l'analyse des risques qui se fait d'une manière bien dans le temps, pérenne, avec des documents qui soient à jour, la gestion des risques, des crises, la gestion des incidents, avec des processus, évidemment, des CRA, des PRA, mais n'empêche que faut que tout soit géré dans une continuité des activités. Charlotte, sur les incidents, comment ça se passe ? Eh bien, NIS 2 oblige maintenant les entités à notifier les incidents qui sont qualifiés d'importants. Donc, qu'est-ce que c'est un incident important ? C'est un événement de cybersécurité, comme une attaque ou une panne, qui a de graves conséquences, qui peut bloquer fortement le fonctionnement d'un service ou faire perdre beaucoup d'argent à l'organisation touchée, ou encore nuire à d'autres personnes, comme les entreprises ou particuliers. Par exemple, en causant des dommages matériels, des blessures ou même des préjudices psychologiques ou moraux. Donc avec NIS 2, si une organisation est victime d'un incident de cybersécurité important, elle doit prévenir rapidement les autorités en suivant plusieurs étapes, alors que NIS 1 n'imposait jusque-là aucun délai précis ni format de notification particulier. NIS 2, elle, précise clairement ses modalités. Donc, dans les 24 heures, il faut que l'entité puisse signaler l'incident en précisant s'il pourrait venir d'un acte malveillant, comme une cyberattaque, ou s'il peut affecter d'autres pays. Dans les 72 heures, l'entité doit envoyer une notification plus détaillée avec une évaluation initiale de la gravité de l'incident, ses conséquences potentielles et les indicateurs de compromission. Ensuite, si besoin, un rapport intermédiaire peut être demandé par l'autorité pour suivre l'évolution de la situation. Et dans le mois qui suit, il faut que l'entité puisse remettre un rapport final avec une description complète de ce qui s'est passé, la cause de l'incident, les mesures prises pour corriger ou limiter les dégâts et les éventuels effets dans d'autres pays. On vous a trouvé des exemples là, de ce qui se fait dans les pays justement où ils ont déjà transposé cette loi. En fait, j'ai été chercher chez un camarade en fait qui propose un logiciel de suivi justement de tout le plan de continuité qu'il peut y avoir et qui vous aide à voir ce qui se passe dans vos infrastructures. En fait, par exemple, l'Italie, elle a mis en œuvre un processus assez rigoureux de rapport et de notification dans le temps et pour justement montrer que bon, ça c'est sa transposition de comment les acteurs, les entreprises italiennes doivent
faire des retours. Avec un point important qui sont les impacts business qu'il peut y avoir derrière, en fait, parce que c'est vrai que c'est bien joli de faire des incidents, mais après, il se passe quoi autour, en fait? Les impacts business, ça peut être des impacts qui sont liés à toutes les autres juridictions de l'Union européenne, justement, qui sont autour. Donc, on est dans ce côté coopératif et que, effectivement, c'est important de voir aussi les effets de bord qu'il peut y avoir dans d'autres pays européens, de signaler auprès des clients. Hein, donc, ça, c'est marqué qu'il faut signaler auprès des clients dans un certain timing et qu'il y ait ces rapports d'avancement mensuels, justement, qui sont requis. Quand je vous disais que vous devez faire attention dans le temps à vos actions de cyber. Et effectivement, une fois que vous avez été touché, l'Italie demande à ce que tous les mois, il y ait des rapports qui soient faits pour dire, ben voilà, j'ai bien remis les choses, c'est OK, je vais pouvoir passer à autre chose. La Slovaquie, de la même manière, fait exactement pareil elle demande qu'il y ait des signalements sur même les menaces qui sont évitées, en fait, qui auraient pu causer des incidents. Parce qu'il y a ce qui se passe pour de vrai, mais il y a des fois des choses qui n'arrivent pas à aboutir, mais il faut aussi les signaler. Parce que c'est une vulnérabilité qui peut arriver dans un second temps et que, mine de rien, c'est important parce que tous ces points-là peuvent aussi avoir des impacts business clairement. Donc, même si ce n'est pas matérialisé, il faut quand même le signaler. Le durcissement. NIS 2, du coup, prévoit un durcissement des sanctions si une entité ne respecte pas ses obligations. Donc, par exemple, en ne signalant pas un incident important ou en n'appliquant pas les mesures de cybersécurité demandées. Alors, elle s'expose à des sanctions sévères. Donc, notamment pour les entités essentielles, il peut y avoir une suspension de certification, une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction pour les responsables, et jusqu'à 10 millions d'euros d'amende ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Pour ce qui concerne les entités importantes, ça peut aller jusqu'à 7 millions d'euros d'amende ou 1,4% du chiffre d'affaires mondial. Et comme le disait tout à l'heure Marie-Claire, la directive NIS 2, cette fois-ci, touche la responsabilité individuelle. Donc les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables en cas de non-respect grave des exigences. Et ce qui change aussi par rapport à NIS 1, c'est que chaque pays européen décidait seul les sanctions à appliquer, qui créait des grandes différences entre les pays. Avec NIS 2, l'Union européenne instaure un régime de sanctions plus harmonisé. Tous les pays membres doivent appliquer des règles communes, ce qui rend les sanctions plus cohérentes, mais aussi plus strictes. Ouais, justement, par exemple, le directeur de l'ANSSI, dans ses auditions, il racontait qu'ils allaient à peu près partir vers, dans les chiffres qu'il donne, c'est à peu près 2% du CA pour les entités essentielles, 1,4% pour les entités importantes. Donc, c'est effectivement des chiffres qui ont été retenus déjà à peu près, plus près par les entités gouvernementales qui ont déjà mis en place la loi. Sur le côté pénal, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Évidemment qu'il y a le risque, il y a un vrai risque, parce que si après, il y a vraiment derrière des effets de bord qui peuvent être humains, c'est très grave. Je pense à des entreprises de santé où il y a des gens qui meurent. Eh bien, évidemment, là, pour le coup, c'est un peu plus grave. Donc, je pense que, bien sûr que c'est une menace, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des dirigeants, mais elle peut être réelle si vraiment ça va trop loin. Là, je vous ai remis encore des exemples, en fait, effectivement, de comment ça se passe dans les pays qui ont déjà mis en place, avec les délais qui sont demandés pour les notifications d'incidents et les responsabilités impactées des amendes personnelles. Parce que là, par exemple, la Roumanie a mis en place des amendes personnelles de 250 à 3 000 euros et qui peuvent augmenter si ça se répète dans le temps parce que, évidemment, c'est pas une fois que vous avez été attaqué une fois, vous pouvez être attaqué une deuxième fois, une troisième fois si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut. Et là, pour le coup, NIS 2, il ne va pas laisser passer les choses et ça va être exponentiel. Voilà. Oui. Donc, du coup, en plus des sanctions financières, la directive NIS 2, elle prévoit un renforcement des pouvoirs des autorités nationales pour surveiller, enquêter et imposer des sanctions. Et donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle favorise une coopération plus étroite entre les États membres de l'Union européenne, avec effectivement le fait que ce soit plus harmonisé au niveau des sanctions. Enfin, du coup, voilà, c'est plus équitable, on va dire. Alors, comment il faut se mettre en conformité ?
Oui. Donc, quelques conseils pratiques. Donc, pour les petites et moyennes entreprises qui intégreront le périmètre, donc, vous pouvez utiliser le guide de TPE-PME où expliquer les mesures concrètes à prendre en compte. Pour les autres entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le simulateur Mon Espace NIS 2 qui vous permet de vérifier si vous êtes concerné ou non par la directive. Et ensuite, pour les entités qui sont déjà désignées au titre de NIS 1, il ne faut pas relâcher l'effort parce que du coup, les exigences sont toujours en vigueur et l'ANSSI peut contrôler leur mise en œuvre. Ce que je vais ajouter, c'est que l'ANSSI, dans son rôle de porteur du projet et d'entité qui va être responsable au niveau européen, ils vont travailler aussi avec les associations professionnelles, justement pour aussi donner la bonne parole. Il y a un coordinateur de l'ANSSI qui va être dans chaque région. Donc ça peut aussi intéresser les collectivités régionales, qui va être le référent et donc il pourra être interpellé, qui sera en charge de coordonner aussi les actions. Ils vont faire des guides, un peu comme le guide des TPE. Il y aura aussi des actions de formation qui peuvent être proposées pour justement que vous puissiez former vos équipes à chaque instant. Donc, de tout ainsi, voilà, l'ANSSI va mettre à disposition un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de faire la pédagogie. Il y a aussi ce qu'ils disaient, ils veulent proposer pour certaines entreprises essentielles des tests à blanc, en fait, de tests à blanc qui permettraient qui vont permettre justement de voir un petit peu quel est l'état de l'art de mon infrastructure et quels sont les points vraiment qui peuvent être sollicités, qui doivent être transformés et corrigés. Voilà. Donc ça, c'est dans les trucs pratiques. Alors, justement, l'ANSSI préconise la mise en œuvre de 5 mesures préventives prioritaires. Donc, ça va être renforcer l'authentification sur les systèmes d'information, comme la double authentification, par exemple, accroître la supervision de sécurité, sauvegarder en ligne les données et les applications critiques, ça permet de ne pas les perdre, établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité, s'assurer de l'existence d'un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque et surtout mettre en place une gouvernance, former ses équipes sur la cybersécurité, mettre à jour ses process et les documenter. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit. Oui. Donc, en résumé, ce qu'on a dit, c'est que la directive NIS 2, elle vise à renforcer le niveau de cybersécurité dans l'Union européenne. Elle concerne 18 secteurs d'activité qui touchent des milliers d'entités qui seront des collectivités, pour la plupart des collectivités territoriales, des administrations, ainsi que des moyennes et des grandes entreprises. Ces entités sont classées en 2 catégories. On a vu qu'il y avait les entités essentielles et importantes en fonction de leur degré de criticité au niveau du secteur d'activité, leur taille et leur chiffre d'affaires. Et ces entités, elles ont 3 obligations majeures. Elles devront fournir certaines informations à l'ANSSI, mettre en place des mesures de gestion de risque adaptées et déclarer les incidents majeurs de sécurité. Et on a vu tout à l'heure qu'en cas de manquement, des sanctions financières pouvaient être imposées. Et les bonnes actions à mener, on le redit, on le redit, on le redit. Effectivement, travaillez votre gouvernance, travaillez vos processus, formation, les entraînements, sur la partie technique, évidemment, ça c'est un peu le bon sens de faire le contrôle, de vérifier que la gestion des authentifications, les systèmes sont bien corrects et à jour de tout. Et le point important aussi qu'on n'a pas dit, c'est dans la partie gouvernance et administration interne, c'est faites intervenir le légal, le juridique pour vraiment vérifier les contrats qui sont déjà en cours, les contrats à venir, parce que nous, par exemple, organisme de conseil, on va avoir un devoir de conseil vers vous. Ça va faire partie des choses qui vont être nouvelles pour nous, dans un sens où il va falloir donner un univers de preuve exactement de la même manière qu'il y a un univers de preuve sur le RGPD. On doit être en mesure de prouver ce qu'on dit et que ce ne sont pas que des belles paroles. Donc, ça va être sûrement la même chose pour certains des acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui. C'est vraiment important de prendre ça en compte dès maintenant qu'on est dans cet entre-deux, parce que même dans l'entre-deux, il peut se passer des choses et ça vous permet de gagner du temps et de prendre de l'avance sur tous ces sujets.
Nous, côté Adimeo, on peut vous accompagner s'il y a besoin dans des audits de situation, que ce soit des audits de gouvernance, des audits sur des PSA, sur des mises en place de choses que vous pourriez mettre, vous aider, vous conseiller sur une stratégie opérationnelle de mise en conformité sur certains aspects, et évidemment de mesurer dans le temps aussi, d'avoir ces mesures, de proposer des ajustements en fonction des évolutions que vous pouvez avoir en interne, parce qu'évidemment, une entreprise, une collectivité, ça bouge, c'est pas neutre dans le temps, il se passe des choses, donc c'est important aussi de faire ce travail dans le temps régulièrement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. N'hésitez pas. De toute façon, si vous en avez d'autres auxquels vous pensez un peu plus tard dans la journée, vous pouvez toujours nous contacter et nous répondrons avec plaisir à vos questions. Gardez en tête que la cybersécurité et donc tout ce qui va concerner NIS 2, c'est avant tout un sujet de gouvernance. C'est vraiment très, très important de garder ça en tête parce que vous avez vu, hein, il y a ces 3 piliers qui sont intrinsèquement liés les uns aux autres et c'est clairement le sujet de demain. Les prochains sujets qu'on partagera avec vous, on a 3 dates précises. On a l'architecture web privilégiée selon vos besoins métiers, SPA et MEPA. Donc ça sera le mois prochain, jeudi 12 juin à 11h. Construire une roadmap digitale, c'est jeudi 10 juillet. Donc ça sera aussi intéressant dans le côté stratégique. Et un sujet sur la data visualisation pour valoriser les données pour mieux décider. Et ça sera au retour, plutôt des congés, au mois de septembre. Voilà. Je vois qu'on a une question. Il y a quelqu'un qui demande, n'y a-t-il pas aussi la CRA, donc pour la Cyber Resilience Act? Sûrement, oui, tout à fait. Sûrement. Alors, je n'ai pas la réponse précise, mais sûrement. C'est un peu comme le côté, parce qu'il y a des personnes qui disent si on est ISO 27001, ça suffit. Maintenant, ISO 27001, ça ne suffit pas, en fait, parce que, par exemple, il n'y a pas assez de traitement de la gouvernance dans la 27001, et puis aussi sur l'analyse des risques aussi, c'est un peu faiblard. Donc, voilà. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tous. J'espère que vous avez trouvé que c'était intéressant pour vous.